cette fin d'après-midi pour découvrir un petit peu plus en profondeur le projet qu'a mené Amélie avec ses élèves de 6e à Ornans, dans le Doubs. Donc, je te laisse la parole, Amélie. Est-ce que tu pourrais commencer par nous rappeler rapidement les objectifs et le déroulement, puisque on le voyait déjà quand même dans la vidéo de présentation, donc rapidement, puis insister sur les faits qui ont émergé de tout ce travail d'observation. À toi la parole. Merci. Déjà, bonsoir à tous. Donc, ce projet, enfin cet atelier, il fait partie d'un projet, on peut même dire de deux projets plus généraux. Un premier projet qui est un accompagnement éducatif qui porte sur l'égalité filles-garçons et notamment sur les préjugés. Et puis, un autre projet qui est un travail au sein du collège, donc c'est en commission, et notamment avec une commission cours de récréation. Donc, moi, quand j'ai découvert cet atelier, ce n'est pas moi qui ai inventé l'atelier, c'est un atelier que j'ai trouvé sur le site qui s'appelle Mathilda, qui travaille autour des préjugés de genre. Il m'a paru intéressant. Alors, ce n'est pas la première année que je le mène, et je l'ai mené cette année donc avec des sixièmes, notamment parce qu'il rentre complètement dans cette thématique filles et garçons, mais également parce qu'il permet de venir se poser des questions sur un espace et un lieu qu'on ne questionne pas ou très peu, qui est la cour de récréation. Un espace qui fait partie du quotidien des élèves et un espace qui fait même complètement partie de leur vécu et des souvenirs qu'ils garderont du collège, mais qui est très peu questionné. Donc, au niveau de l'atelier, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple. On reprend une démarche qui est une démarche un petit peu qu'on peut qualifier de démarche scientifique. La personne qui propose cet atelier au départ, c'est une géographe. Donc, il y a un temps d'observation, soit sur la cour, soit de remémoration. Donc là, il faisait pas beau le jour du tournage, mais avec certaines classes, on va directement sur la cour le temps d'une récréation. Je leur demande d'observer, puis après, on remonte en classe pour le faire. Il y a un travail de collecte de données, de dessin, donc sur le plan. Et puis ensuite, un moment d'échange avec des hypothèses qui sont émises autour de qu'est-ce qu'on a pu constater et comment est-ce qu'on l'explique. Voilà. Sinon, en termes d'objectifs, c'est vraiment leur montrer que cet espace où on peut penser qu'ils font ce qu'ils veulent, dans lequel ils sont libres, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a des règles qui ne sont pas écrites, il n'y a pas de règlement de la cour, mais ils font tous le même dessin, en fait. C'est-à-dire que si on compare après à la table les dessins, ils remarquent tous la même chose. Et donc, ce premier constat-là, c'est un point de départ pour ensuite questionner comment se fait-il que ces choses-là se passent. Et ce qu'on met en avant, ce qu'on découvre, c'est que la cour, c'est un espace inégalitaire, à la fois entre les filles et les garçons. Donc là, c'est un peu la thématique de ce soir, mais de le faire avec des sixièmes, ça permet aussi de pointer que c'est un espace qui n'est pas forcément égalitaire entre les plus petits et les plus grands. Et que l'occupation de l'espace, elle va dépendre de ça, elle va dépendre de son statut et de son sexe, mais aussi de son statut de troisième ou de sixième. Et puis, donc, ce qu'on découvre en faisant, donc ça fait plusieurs années que je le fais, et puis tout le monde dans la classe découvre ça, c'est que chez nous, dans notre établissement, comme souvent, en plein milieu de la cour, il y a un terrain de foot et des infrastructures sportives, terrain de basket, enfin panier de basket. Et du coup, ce qui émerge de ce travail sur le plan, c'est que ce terrain de foot est occupé un peu toujours par les mêmes élèves, qui se trouvent être des garçons en majorité, très grande majorité. Là où on peut aussi parler d'inégalité, c'est que ça concerne un petit nombre d'élèves. Il y a à peu près 20 élèves qui jouent au football, alors qu'on a près de 300 élèves dans l'établissement. Et en plus, ce sont toujours les mêmes élèves. Et donc, dans un premier temps, les élèves constatent ça.
avant de faire les déplacements sur la feuille, ils placent où ils se situent, ils se rendent compte qu'autour d'eux, c'est généralement des élèves du même sexe qu'eux. Et ensuite, quand on inclut les déplacements, quand je leur demande d'ajouter les déplacements dans la cour, bien sûr, on ne traverse jamais cet espace où il y a le foot. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, c'est des hypothèses. Donc, on ne traverse pas l'espace sportif parce que ça peut comporter un danger. Il y a les ballons. On ne les traverse pas parce qu'on se fait rejeter, qu'on se fait insulter. Enfin, il y a une décharge de violence sur les élèves qui tentent de traverser cet espace-là. Et puis, après, il y a la question de où sont les espaces périphériques, c'est-à-dire, effectivement, donc, les filles se retrouvent plutôt dans les espaces périphériques. Et quand on demande aux élèves pourquoi, là, les premières choses qui émergent au sein de la classe, c'est de toute façon, les garçons sont plutôt dans les espaces où il y a de sport, mais on va se rendre compte que ce n'est pas tous les garçons, mais notamment parce qu'ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de bouger. Et puis, les filles, elles aiment bien parler entre elles. Donc ça, c'est vraiment généralement ce qui ressort en premier. Et donc, ce sont des stéréotypes, en fait, qui émergent. Et au bout d'un moment, il y a quand même un ou deux élèves pour lever la main et dire « mais moi, je ne suis pas d'accord, je suis un garçon et moi aussi, j'aime bien aller m'installer sur les bancs pour discuter avec mes copains. Ou alors, je suis une fille et moi, j'aime bien le sport. » Mais du coup, ça permet de creuser, ok, mais est-ce que tu joues parfois dans ces espaces-là? Ben non, et pourquoi? Voilà. Je suis partie un petit peu loin, mais... Non, mais tu as déjà balayé pas mal de choses intéressantes. J'avais vu dans ta présentation initiale, tu parlais des filles qui jouaient au foot aussi. Oui. Alors, il se trouve qu'on a une section foot dans notre établissement. Donc, il y a une section sportive foot masculin. Et depuis 2 ans, il y a la section foot féminine aussi. Et donc, il se trouve que c'est assez intéressant puisqu'on pourrait se dire, du coup, ça va être mixte au niveau du terrain. Et pas tant que ça, puisque de toute façon, cet espace du terrain de foot, il est vraiment réservé aux élèves les plus forts et les plus puissants. J'emploie ces termes-là volontairement. Puisque pour pouvoir aller jouer dans l'espace du football, il faut avoir fait ses preuves en tant que fille et en tant que garçon. Même en tant que garçon, si on n'est pas footeux, on n'y a pas accès non plus. Et en tant que fille, ce qu'elles décrivent, parce que du coup, moi, je me suis penchée aussi sur la question, savoir si elles pouvaient jouer ou si elles jouaient justement vu qu'elles aiment le football et qu'elles le pratiquent dans l'option. Ce qu'elles expliquent, c'est que quand elles jouent, si c'est mixte, elles se font bousculer, en fait. Les garçons cherchent à faire la preuve de leur force physique et leur montrer que, ouais, elles savent peut-être jouer au foot, mais c'est bien si elles restent jouer au foot entre filles, puisque là, il y a des garçons et du coup, c'est pas le même, c'est un autre jeu presque, c'est-à-dire ils jouent au contact avec elles. Voilà. Et puis, ce que tu remarquais, c'est donc en frères regroupés, soit filles, soit garçons. Est-ce que ça évolue en quatrième, troisième? Oui, et ça, dès la sixième, ils le remarquent. Moi, vous avez un écho? J'ai un écho, moi, un peu. Les élèves de sixième le remarquent, c'est-à-dire alors dans le développement, même le développement psychosexuel de l'enfant, ça s'explique aussi, hein. Mais effectivement, en quatrième, troisième, il y a une plus grande mixité. Mais la mixité, de nouveau, elle va se faire sur les espaces alentours. Elle va se faire sur les tables. Et d'ailleurs, les tables sont en priorité occupées par les grands. Mais elle va se faire plutôt dans cet espace-là. Et le ressenti vraiment d'un sixième, il lui reste vraiment les coins où personne ne veut aller. D'accord. Donc, si Et on cumule et qu'on est sixième et fille, c'est pas très facile. Et est-ce que, oui, tu nous parlais aussi des inégalités d'occupation de l'espace, pas seulement au niveau du genre, mais également au niveau de l'âge. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une hiérarchie et qu'on accède à certains espaces en fonction de son rang ou alors en fonction de son aura, de certaines qualités. Les qualités qui sont quand même
quand on creuse avec eux, qui sont quand même qui permettent d'accéder, enfin d'avoir de la liberté, le maximum de liberté dans la cour, c'est en effet des aptitudes quand même qui relèvent sur la compétition, sur la force physique, sur le j'en montre aux autres. Enfin, voilà, je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir ont déjà constaté ça. Mais ils n'en sont pas dupes. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est malgré tout, c'est de l'énoncer à un moment donné. C'est de dire, voilà, en fait, on ne fait pas ce qu'on veut dans la cour. Oui, tu parlais de règles qui étaient tacites. C'est ça. Et à partir du moment, donc ce qui peut aussi permettre d'enclencher peut-être sur un travail, un autre travail qui serait un petit peu comme on l'a vu chez les collègues avant, qui serait quelle serait la cour idéale, ou sans parler forcément uniquement de la cour et des espaces, puisqu'effectivement on peut travailler autour de cet espace central d'activité sportive, mais aussi de quelles seraient les règles idéales, ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir une plus grande égalité entre les filles et les garçons, et puis entre les sixièmes et les troisièmes, par exemple. Mhm. Quels effets, d'ailleurs ça rebondit par rapport à la question qui est dans le chat, quels effets tu as vus de tout ce travail engagé cette année, mais déjà les années précédentes? Est-ce que le fait qu'ils prennent conscience de ces occupations, de cette occupation inégale de l'espace, est-ce que ça change quelque chose dans la cour? Alors, là, c'est la première année où, du coup, suite à cet atelier, et on a ces élèves-là, les élèves de sixième, enfin deux de chaque classe, sont allés présenter leurs observations et puis leurs souhaits à la commission cours de récréation, parce qu'on n'avait pas de commission de ce type-là avant. Mais pour l'instant, ça a permis d'appuyer des choix par rapport à l'aménagement de la cour, puisque c'était ça surtout qui était travaillé cette année, avec justement des bancs, déplacer les tables de ping-pong, des choses comme ça. Mais ça n'a pas encore permis cette réflexion, cette réflexion. Il y a une envie, mais il n'y a pas encore de travail autour de quelles pourraient être les règles, cette fois, qui ne seraient pas tacites, et qui seraient écrites et du coup justifiées par ce travail pour instaurer d'autres habitudes, ou tout simplement, donc eux, ils parlent d'avoir un système de roulement. Ça arrive parfois avec des challenges, ou alors il y a des jours sans foot, des choses comme ça, dans les idées qui émergent. J'ai un petit écho par moment. Oui, Dans leur, il faudrait que tous les participants aient bien fermé leur micro, c'est ce qui fait écho. Et puis sinon, moi, il me semble que pour passer à l'étape supérieure, il faudrait que les adultes aussi fassent l'atelier. Qu'il y a une prise, parce que cet atelier, il permet vraiment de prendre conscience de ça assez facilement. Et si les adultes, notamment les surveillants, les personnes qui sont sur la cour, se rendaient compte peut-être de ça, ils pourraient eux aussi peut-être force de proposition, et que ça ne soit pas être uniquement dans la surveillance, mais être aussi dans la gestion de l'espace et dans la gestion des activités. Oui. Oui, donc dans le chat, c'est une question qui arrive. Sur quoi ce travail avec les sixièmes pourrait-il déboucher? Y a-t-il des pistes d'évolution? Donc, tu en as évoqué quelques-unes. Est-ce que tu en vois d'autres? Alors après, c'est vrai que ce qui serait vraiment bien, mais ça ne se limite pas à la cour de récréation, mais c'est de réfléchir, puisque c'est d'élargir à un autre espace public. Puisque moi, si j'en reviens à ma problématique des stéréotypes de genre entre les filles et les garçons, finalement, on étudie le microcosme de la cour de récréation pour montrer alors qu'ils sont encore très jeunes, on reproduit des inégalités, ou on reproduit un fonctionnement qu'on retrouve après dans l'ensemble de la société. Et ça pourrait être intéressant d'aller faire ce travail d'observation. Donc là, il faudrait un travail pluridisciplinaire, peut-être en EMC ou en géographie, pour pouvoir aller faire le même travail dans d'autres espaces.
Et il y avait eu une suggestion suite à une remarque qu'avait fait une élève qui disait de toute façon, quand nous, on joue au foot, parce que du coup, ça arrive qu'ils se retrouvent sur les infrastructures sportives, la classe foot filles et les classes foot garçons, et ben nous, on les regarde jouer, mais eux ne nous regardent jamais jouer, par exemple. Et ce constat-là montre aussi un intérêt ou un désintérêt. Et c'est déjà une remarque que je trouvais intéressante et qu'on retrouve peut-être, on la retrouve forcément dans le niveau du foot national, puisqu'il n'y a pas très peu de matchs diffusés, de matchs de football féminin. Mais là, je focalise un petit peu sur le foot parce que c'est la première chose dont on se rend compte quand on fait l'exercice. Hein. Mais on retrouve le même manque de mixité aussi dans les espaces qui sont annexes ou autour et qui sont… voilà. Donc, mais c'est le premier travail sur notamment pourquoi est-ce qu'on pense que les garçons sont plus légitimes pour occuper l'espace, pour se déplacer de façon en courant ou en faisant beaucoup de bruit, chose qu'on peut continuer d'observer aussi dans une classe. Il y a des études qui le montrent, hein, qu'il y a une plus grande tolérance au bruit et à l'agitation des garçons que des filles. Eh bien ça me paraît vraiment être un prolongement aussi intéressant. Et de reprendre cette démarche de on observe. Dans un premier temps, généralement, ce qui émerge, c'est des clichés. Mais du coup, il y a toujours quelqu'un pour dire non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, et puis, il y a ce qu'on aimerait et il y a l'idéal et ce vers quoi on voudrait tendre. Et puis, il y a la réalité qui est quand même où on retrouve ça, cette domination des garçons. Mmh. Est-ce que les filles prennent conscience à cette occasion-là, justement, de cette domination? Parce que elles peuvent trouver ça naturel ou légitime. Est-ce qu'elles prennent conscience de cette question de la domination masculine? Oui, c'est quand même plutôt elle qui… Alors, pas uniquement, hein, parce que il y a autant d'élèves, autant de garçons et de filles qui vont dire non, je ne suis pas d'accord. Mais par exemple, non, je ne suis pas d'accord, moi non plus, j'aime pas, tous les garçons n'aiment pas faire du sport, par exemple, ça un garçon pourrait le dire. Mais si on s'intéresse à pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut sur la cour, les filles arrivent plus à énoncer pourquoi, du coup, par exemple, le rejet. Et les autres élèves, notamment du sexe masculin, qui, eux, le savent très bien dire, c'est ceux qui ont qui vont être rejetés, notamment parce que ils ont un handicap, ou ils sont gros, ou… Enfin, voilà. Et du coup, eux, voilà, c'est le principe de la discrimination. Donc, eux, comme ils la vivent, ils vont aussi pouvoir l'énoncer, la décrire. Et donc, pour l'instant, le travail avec les collègues, est-ce qu'il y en a eu avec d'autres disciplines pour l'instant par rapport à ce projet-là? Là, par rapport à ce projet-là, non, mais effectivement, c'est une envie. On sait, pour l'instant, notre travail autour, mais les commissions vont continuer, mais pour l'instant, le travail portait sur l'aménagement. Donc, ça a permis quand même de pointer ce problème des infrastructures sportives en plein milieu de la cour. Moi, par ailleurs, c'est un atelier parmi d'autres dans mes séances autour des stéréotypes de genre. Donc, après, avec la même classe, on a travaillé sur la place des femmes dans les médias, sur la publicité. Voilà. Alors, une question dans le chat, pourrait-on faire cet atelier avec des plus grands, par exemple des quatrièmes? Ah oui, complètement. Je pense même que ça serait intéressant de le faire. Je pense que les constats et les remarques seraient à peu près les mêmes, mais ce serait bien sûr que ce serait intéressant de le faire avec plein de niveaux d'âge différents. Oui, la question était complémentaire en disant surtout pour voir si les filles sont plus à l'aise ou non en fonction de l'âge, s'il y a une évolution dans cette Alors, occupation des… moi, ce que je crois avoir observé, c'est elles vont être plus à l'aise pour répondre, pour un peu aller contrer ça et pour aussi faire valoir leurs droits, puisque le point de départ, c'est quand même une question de droit, d'égalité de droit dans l'espace. Mais elles vont quand même s'opposer aux mêmes résistances et aux mêmes remarques. Et puis, ce
qui est aussi ce qui émerge, mais ça revient un petit peu à quelque chose que j'avais dit avant, c'est que il y a quand même beaucoup d'insultes à ce moment-là, quand quelqu'un essaye de franchir les frontières non pas virtuelles, mais les frontières symboliques ou les frontières voilà, qui ne sont pas matérialisées mais qui existent. Et dans les insultes qui remontent de la part des élèves, c'est que c'est vraiment des insultes. On est proche aussi, il y aura un travail à faire aussi autour de l'homophobie, parce que finalement, tu ne peux pas jouer parce que tu es une pédale, ou tu ne peux pas jouer parce que, même pour les garçons, ouais, mais toi, tu es une vraie fille. Donc, c'est-à-dire que toutes ces insultes qui visent à discréditer quelqu'un, enfin, à le rabaisser, soit en le traitant d'homosexuel ou en le traitant de fille, là aussi, il y a vraiment… Parce que c'est un atelier très riche. Vraiment, ça se fait sur une séance, c'est vraiment simple, ça ne demande rien. Et il y a énormément de choses qui sortent de ça et sur lesquelles on peut travailler suivant l'angle qu'on veut aborder. Mais l'intérêt, c'est vraiment que ça part d'un de leur vécu, de quelque chose qu'ils ont sous les yeux, quelque chose qu'ils vivent, mais qu'ils n'interrogent pas forcément. Et d'ailleurs, nous non plus. Donc, c'est partir vraiment de quelque chose de très concret. Et puis après, on peut faire plein de choses. Alors, une question, comment les garçons reçoivent-ils… Ah non, il y avait une question avant. Quelles sont les réactions des joueurs de foot qui, semble-t-il, prennent pas mal de place? Est-ce qu'ils prennent ça Et eux, dans un premier temps, ils vont dire qu'ils sont pas d'accord, que tout le monde peut jouer. Bien sûr, tout le monde peut jouer, tout le monde a le droit. Et puis après, quand on creuse, effectivement, plus ça va et plus les autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et à ce moment-là, c'est les autres camarades qui leur amènent les preuves que non, ce n'est pas tout à fait vrai, qu'on ne peut pas tous jouer et qu'il faut être soit un footeux, soit grand costaud, soit… mais que c'est pas si… c'est pas… tout le monde… égalité que ça, c'est Ouais, ouvert. Mm. Une autre question, comment les garçons reçoivent-ils l'idée d'une hiérarchie socialement construite qui leur est profitable dans la cour de récré? Alors, comment dire comment ils le reçoivent ils en sont quand même eux-mêmes témoins et pour au moins une moitié, même, voire même un petit peu plus dans la classe, ils en sont victimes aussi. C'est-à-dire que même si en tant que garçon, ils n'ont pas les attributs, on ne peut pas vraiment parler de virilité puisqu'ils sont tout petits, mais quand même, s'ils n'ont pas déjà ces attributs de force, de vitesse, de j'écrase un peu les autres, je montre des mécaniques, eux-mêmes sont un peu exclus. Et dans quelle mesure? Alors, avec des sixièmes, ça ne va pas jusque-là, mais pour faire des ateliers autour de ces thématiques aussi avec les plus grands, c'est aussi, je pense qu'on peut être assez vite leur montrer qu'ils sont eux-mêmes enfermés là-dedans, enfin, qu'il y a aussi qui sont, pour exister en tant que garçons, ils doivent aussi répondre à un certain nombre d'attendus. Et ça, il y a plein d'activités sur le sexisme, le genre ou la construction de l'identité sexuée qui permettent de pointer ça. Donc, ils ne sont pas forcément… comment dire, réfractaires ou à nier. Hein. Ils l'admettent. Bon, après, ils sont du bon côté de… Donc, ce n'est pas forcément difficile pour eux. Mais moi, ce que je trouve plus difficile, par exemple, je leur pointe que quand ils viennent… Donc, moi, je suis professeure documentaliste. Donc, quand ils viennent au CDI, et souvent au cours de cet atelier, je leur pointe ça, puis les fois d'après, ils se placent comme ils ont envie. Bon, là, c'est un petit peu modifié par les contraintes sanitaires, mais ils se placent comme ils ont envie. Et généralement, les tables ne sont pas mixtes. Il y a éventuellement une table sur 8 ou 9 qui est mixte, mais c'est vraiment très rare. Alors, effectivement, en 4e, 3e, ça bouge un petit peu, mais elle reste quand même très peu mixte, ces tables. Et moi, ma difficulté, c'est mon envie, c'est pas d'aller contre une étape aussi qui est nécessaire, puisque dans ces âges, notamment de début de collège, il est normal on est encore dans la construction de soi et dans la construction de genre, donc il est assez normal normal. Oui, c'est une étape nécessaire pour la construction identitaire que d'arriver à incorporer tout ce qu'on appelle les schémas de genre. Donc, du coup, j'ai pas envie non plus de venir…
c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est qu'ils en prennent conscience et puis qu'ils aient ce petit regard-là en plus. Après, c'est comme beaucoup d'autres choses qu'on fait, c'est pas sur une séance ou un exercice ou un atelier. C'est un ensemble de choses. Je sais que les collègues en français, ensuite, notamment en quatrième, parce que le programme s'y prête, ils reparlent beaucoup de ces questions-là. Alors là, une autre remarque. Depuis plusieurs années, nous remarquons que les élèves du niveau quatrième, filles et garçons, préfèrent occuper un espace de la cour qui n'est pas à la vue de tous, plus intime. Ils refusent que les autres niveaux viennent passer du temps dans leur espace. Mm. Comment réagirait-il s'il fallait partager leur espace? Après, est-ce que vraiment c'est justifié de le partager? C'est pour ça que c'est aussi intéressant dans ces réflexions d'inclure les élèves et puis de connaître quand même là encore les spécificités de chaque âge et de développement et les besoins. Et effectivement, en quatrième ou troisième, ils sont beaucoup moins dans le physique et dans la dépense physique, mais ce qui prend le dessus, c'est la parole et c'est l'échange entre pairs autour de tout ce qu'ils vivent. Et ce petit coin, ça recrée la sphère de l'intimité, la même chose que ce qu'ils peuvent retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est un échange sur des sujets qui sont le cœur de leur centre d'intérêt à ce moment-là. Donc, c'est vrai que la particularité donc là, du collège, moi je parle de ce que je connais, mais je pense que c'est la même chose en primaire, c'est qu'il y a vraiment un grand écart d'âge et de niveau de centre d'intérêt et de développement entre les sixièmes et des troisièmes. Donc ça, je ne sais pas si certains ce soir ou par ailleurs ont déjà réfléchi à comment permettre la cohabitation de ces âges différents. Alors, Ce qui est souvent fait, c'est les écarts, vous savez, tel espace c'est tournant. Le lundi, par exemple, les foyers, souvent c'est ça. Le lundi, c'est tel. Mais là, du coup, on ne permet pas non plus la mixité parce que les plus jeunes se construisent aussi en regardant du coin de l'œil ce que font les grands. Donc, si ils sont que entre sixième au foyer, ou moi, par exemple, au CDI, je m'y refuse. Je veux qu'il y ait un brassage des différents niveaux. Je ne vais pas faire un midi les sixièmes, un midi les cinquièmes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, je suis garante du temps, il nous reste 10 minutes. Donc 5 minutes pour poser un petit peu des questions, ceux qui ont encore envie, Amélie, Catherine. Je vous ai mis la note d'étonnement dans le chat, je vous la remets. Et puis voilà, dans les 10 minutes qui restent, des questions et puis la note d'étonnement à remplir. Tu nous rappelles dans 5 minutes? Tu nous redis dans 5 minutes, Je vous Valérie? dis dans 5 minutes, c'est parti. C'est parti. Alors, est-ce une bonne idée d'autoriser les sixièmes à occuper la cour avec les 5-4-3? Ah ben ça, moi, du coup, je ne sais pas. Effectivement, en termes de cycle, ils ne sont pas censés être ensemble, mais je pense que les CM2 ont qu'une envie, c'est arriver en sixième, justement, pour pouvoir découvrir ce qui s'y passe. Donc, et puis, enfin, alors là, on en est au niveau du rôle de médiateur, soit de l'adulte ou d'élève qui serait médiateur, mais à partir du moment où il n'y a pas de violence et pas de harcèlement, par exemple, peut-être que ce n'est pas si grave. À un moment, ça donne envie de grandir aussi, de ne pas avoir accès à tout, mais de savoir qu'on ne sera pas les bleus toute sa vie. Bon, alors là, voilà, c'est moi qu'on interroge, mais peut-être que d'autres auraient d'autres choses à dire. Mais en tout cas, à observer la cour de récréation, c'est un peu ce qui se passe. Mais peut-être quand même qu'il faut le creuser un peu plus et voir comment on peut, que ce ne soit pas forcément uniquement cette loi un peu, pas de la jungle, mais un peu historique, qui est que voilà, les plus grands ont accès à tout, les plus grands, les plus forts, les plus malins et les mieux habillés, hein, ont accès à tout, alors que les autres, ils ont que les miettes, quoi. Alors en fait, il y a un maître du temps au-dessus de moi qui vient d'annoncer qu'on n'avait plus que 4 minutes. Ils nous ont mangé du temps, donc je suis désolée, c'est vite arrivé. Non, ben, Donc, il faudrait faire la note d'étonnement pour qu'Amélie puisse repartir avec des éléments par rapport à ce que vous avez pu observer, en écouter. ça Si ça a m'intéresse évolué. et n'hésitez pas si vous avez déjà enfin, voilà, des choses à échanger. Et je vais regarder dans le chat en même temps parce que je n'avais pas tout regardé. Il y avait une dernière question sur la place du terrain de foot et si vous pensiez supprimer voilà, le terrain de foot. Alors, bon, ben, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment le discuter et puis que ce soit une décision collective par
tous les usagers. Nous, il se trouve qu'effectivement, quand même, avec la section foot, les élèves qui aiment jouer au foot ont vraiment l'occasion de le faire déjà dans des infrastructures vraiment dédiées pour le foot. Et puis, sur du temps scolaire en plus. Donc, moi, je ne suis pas la seule, hein, mais ça me semble être quand même vraiment quelque chose à envisager. D'autant qu'il y a quand même aussi des tables de ping-pong et des paniers de basket, où là, notamment le basket, les activités sont beaucoup plus mixtes si on prend cet œil-là pour le regarder. Sans doute aussi parce que c'est un sport qui est moins valorisé médiatiquement, et puis c'est un sport qu'ils connaissent moins. Donc, ils sont tous un peu amateurs ou débutants dans le basket, hein. Parce que petit à petit, les tables de ping-pong, c'est pareil. Je ne sais pas si vous en avez dans vos établissements, mais on retrouve, ça fait un peu comme le foot, hein. Il y a un peu, c'est pas si mixte que ça. Mais ce qui est intéressant, moi aussi, là, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vraiment le point d'accroche, c'est autour de ce qui émerge en premier, notamment les garçons ont besoin de se dépenser et les filles aiment parler. Voilà, là, il y a vraiment aussi quelque chose à interroger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est socialement construit? C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à leur socialisation différenciée? Est-ce qu'on propose les mêmes activités depuis la petite enfance? Et nous, on a la chance d'avoir l'école primaire à côté, donc la maternelle, on pourrait aussi les faire aller observer ce qui se passe chez les tout petits. Voilà. Merci Amélie. C'est un projet fort intéressant. En tout cas, moi qui suis prof d'histoire géo, ça résonne beaucoup. Et puis, il y a eu une BD là, qui est sortie sur la question de l'occupation de l'espace dans la ville, et où on retrouve ce rejet des femmes à la périphérie. Même ne serait-ce que dans les métros, la façon dont les hommes s'assiedent par rapport aux femmes, oui, l'espace qu'ils occupent. Et les horaires d'occupation de la ville aussi, hein, la ville et les femmes la nuit, ou alors les femmes, enfin, j'avais vu des travaux comme ça dans la ville, se déplacent pour un objectif précis, pour aller d'un point A à un point B. Tandis que les hommes vont beaucoup plus se promener, mais on en revient un petit peu, comme je parle au départ, du danger de recevoir un ballon. Bon, là, c'est peut-être, Oui. mais qui peut être peut-être aussi de l'ordre de la croyance. Enfin, voilà, il y a des choses à... Alors, il nous reste 30 secondes, on va être tous rapatriés dans la grande salle. Il y avait une question de Morgane, savoir si on pourrait continuer à échanger. Ils vont nous expliquer à la fin qu'on va recevoir un lien pour faire un groupe pour ceux qui auraient envie justement de continuer sur ce thème, etc. Donc, Oui, moi, je pense qu'il y a encore des choses à dire, notamment en termes des déplacements, de l'accès aux toilettes, des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse aussi de pouvoir oui, éventuellement on pourra continuer. continuer à échanger.